Ce qu'on voulait vous proposer sur cette conclusion, donc cette fin de journée, c'était une petite synthèse rapide, ce qu'on a pu se dire un petit peu tout au long de cette journée. Donc on vous a préparé une petite liste des courses, celles que vous pouvez ramener chez vous. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un seul coup, hein. Quelques-uns à la fois, ça peut déjà être pas mal. Et puis après, on a l'iconoclaste Jean-Baptiste avec toutes ces questions plus ou moins farfelues qui viendra nous titiller aussi sur des sujets qu'on a abordés, qu'on n'a peut-être pas abordés des fois. J'en ai 42. Donc voilà. Donc on est là jusqu'à 20h à peu près. 5 minutes par question, ça va être rapide. Vous avez passé une bonne journée déjà? Ouais, vous êtes content? Bon super. Donc vous avez passé une bonne journée, il faisait beau, vous avez vu du monde, vous avez peut-être même trouvé 2-3 idées à exploiter pour le futur. Eh ben tout va bien. Déjà rien que ça, c'est parfait. Alors maintenant, donc je vous propose de débuter avec quelques petites priorités, peut-être les petites choses avec lesquelles vous allez repartir chez vous. Donc une petite liste de courses. Je vous propose qu'on commence par le rayon tourisme durable. Évidemment, hein, on en a beaucoup parlé et vous l'avez vu, c'est une des grandes priorités au niveau du département. Alors, une des priorités, on l'a beaucoup dit, ça va être le train. C'est clairement, quand on voit aujourd'hui ce que génère le tourisme en termes de gaz à effet de serre et d'où ça provient, faut peut-être qu'on arrête de faire venir les gens en avion. Il y en a qui vont le faire. Et on va pas les interdire de rentrer sur le territoire, mais c'est peut-être plus notre priorité, en tout cas, d'aller les chercher sur un salon à Singapour, à Melbourne ou à Las Vegas. Après, ça veut pas dire qu'on s'interdit d'avoir des clientèles un petit peu lointaines. Et à la rigueur, le néerlandais qui vient en Thalys ou l'anglais qui vient en Eurostar, il pollue moins que le nantais qui fait l'aller-retour en bagnole pour son week-end. Mais il faut essayer de privilégier en tout cas ce mode de déplacement et je crois que c'est important pour tout le monde et vous l'avez vu avec l'étude de l'ADEME ce matin. Ça veut dire que sur nos sites, qu'ils soient publics ou privés, va falloir qu'on donne un peu plus de billes que la classique rubrique comment venir où on met un lien vers la SNCF, un lien vers Air France et puis un lien vers Google Maps ou Mappy ou via Michelin, celui que vous préférez. Faut le densifier un peu. Là, c'est une copie d'écran du site d'Angers, justement, où je trouve qu'ils ont commencé à mettre beaucoup plus de matière que ce qu'on avait l'habitude de trouver. Et il va falloir le démontrer. Il va falloir démontrer que, oui, ce dernier petit kilomètre, ou les 40 même derniers kilomètres dont parlait le président Jean Touriste tout à l'heure, on peut les faire de façon agréable. Ça peut être en vélo, ça peut être avec d'autres moyens de transport, en commun, ou peut-être des choses que des prestataires ou des collectivités ont mises en place spécifiquement pour ça. Mais il va falloir qu'on se creuse les méninges pour trouver des moyens donc de faire en sorte que les gens viennent jusqu'au plus petit recoin de notre territoire. Et puis il va falloir le communiquer. Et il faut peut-être le storyteller un peu. Oui, j'ai passé un super week-end sans ma voiture, un super séjour d'une semaine sans ma voiture, et j'ai pu sillonner l'Anjou, et voilà où je suis allé. Alors, est-ce que c'est avec des blogueurs, est-ce que c'est avec des journalistes, est-ce que c'est vous-même qui le faites, est-ce que c'est des gens qui racontent leur expérience, j'en sais rien. Mais il faut le raconter, il faut le démontrer, et il faut leur dire, c'est possible, vous pouvez le faire, allez-y, venez chez nous en train. Le vélo, on le disait encore ce matin, évidemment c'est un mode de déplacement doux, évidemment vous avez un des départements les plus outillés en la matière, donc misez à fond là-dessus, c'est aussi une tendance qui monte. Il va falloir développer par contre tous les services qui vont avec. Donc là c'est une copie d'écran du site France Vélo Tourisme. Il y en a plein maintenant et des privés qui référencent ces offres-là. Mais dans l'hébergement, dans la restauration, dans les sites d'activité, comment je me mets en œuvre des solutions pour accueillir les vélos, on est encore quand même très très loin en termes d'infrastructures, notamment de parking, etc. Par rapport aux pays nordiques ou plus proches de nous, les Pays-Bas, qui sont évidemment bien plus équipés avec des infrastructures là-dessus qui sont assez costaudes. Et nous, c'est parfois encore un petit peu compliqué, ne serait-ce que de poser son vélo le temps d'aller manger un bout ou de visiter un site et on sait pas où le mettre de façon sécurisée. On en parlait également, la recharge pour les voitures hybrides, électriques, qui vont devenir probablement d'ici quelques années dominantes. Là aussi, est-ce que c'est les collectivités, est-ce que c'est les hébergeurs, est-ce que c'est d'autres sites, est-ce que c'est des acteurs privés? En tout cas, il faut que ça se développe, il faut que ça se développe relativement vite. Est-ce que c'est payant, comme on le voit sur l'exemple ici de l'Ibis à Rennes, qui fait payer 3 € par jour? C'est plus seulement réservé au Grand Palace qui accueille des Tesla parce que les gars ont du pognon et donc ils vont dépenser du fric chez moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui se déplacent en Zoé pour le temps d'un séjour, d'un week-end, et il faut aussi leur permettre de se recharger. Dans l'assiette aussi, ça bouge.
Ça, c'est une étude assez récente sur les habitudes alimentaires, donc sur 4 pays européens. Alors, on voit que végétarien, véganisme, c'est encore relativement restreint. Beaucoup plus de flexitariens, par contre. Et d'ailleurs, vous avez sûrement vu à la télé la pub que fait, je sais plus, c'est la Fédération des viandes bovines qui encourage les gens à être flexitariens. On se dit, ah ouais, tiens. Flexitarien, c'est quoi? Flexitarien, ça veut dire que je mange de temps en temps de la viande, le moins possible, et quand j'en mange, c'est de la bonne. Mais je limite au max ma consommation de viande parce que je sais que c'est pas terrible pour... vous avez vu dans les scénarios de l'ADEME, hein, si la moitié de la population mondiale arrête de manger de la viande, on est bon sur les 1,5 degrés d'ici 2050. Bon, sauf que a priori, ça va pas se faire. C'est pareil pour le poisson ou pas? Ouais, ça comprend le poisson aussi, ouais. Mais on sait que dans la viande, le pire, c'est la viande bovine. Ensuite, et puis le moins pire, c'est la viande blanche, mais qui est produite dans des conditions pas terribles. Enfin, voilà. On a en tout cas des gens qui se préoccupent de plus en plus de ce qu'ils consomment, d'où ça vient. Et ça, c'est un vrai boulot aussi de la part des destinations et des restaurateurs d'essayer d'inciter à donner plus d'infos là-dessus. Et puis après voir aussi pour les gens, ils sont 4-5%, mais demain peut-être un peu plus nombreux. On voit une jeune génération qui a de plus en plus de conviction là-dessus. Si on pouvait leur faire autre chose que le plat, la garniture, mais sans la viande, en les faisant payer au même prix, ça serait un petit peu sympa quand même. Donc il y a beaucoup de restaurateurs qui commencent à se creuser la tête dessus, mais il va falloir aller plus loin. Bon, vous êtes dans un département où il y a un peu de verdure, mais on a eu un atelier aussi où on parlait de paysager un peu, son jardin, et ça joue aussi effectivement. Donc tous les prestataires, que ce soit hébergeurs ou autres, jouez le jeu, allez-y à fond. C'est quelques investissements parfois, c'est un peu de temps y consacrer, ça peut être aussi un peu de plaisir au final. Mais c'était un des thèmes développés qui était intéressant. Et puis on en a évidemment parlé ce matin, mais voilà, ce passeport vert qui vous est mis à disposition ici grâce à un partenariat spécifique et notamment l'aide de l'ADEME, l'aide du chargé de mission au niveau de tourisme d'Anjou Tourisme. Allez-y, profitez-en, quoi. C'est tout bénef. Surtout, il faut effectivement, si on veut faire les choses bien, il faut un petit peu mesurer, il faut un petit peu contrôler, il faut être accompagné. Qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux lister tous mes fournisseurs sur lesquels je peux un peu évoluer pour essayer de faire du plus propre, du plus local? Ça fait aujourd'hui un peu partie du job qu'on a eu tendance à un peu négliger parce qu'on allait au plus pratique et peut-être au moins cher aussi. Nos clients sont aussi de plus en plus attentifs à ce qu'on peut faire sur ces sujets-là et on peut le communiquer quand on fait des choses et des choses bien. Tu l'avais compris, toi, l'allusion incroyable mais vert? Incroyable mais vert. Je me suis pas posé la question. Oh. Incroyable mais vrai. Je suis pas certain que Jacques Martin, ça soit une... Ah ouais. Non, je l'avais pas cité. Bon, ouais. Incroyable mais vrai. Effectivement. D'accord. Ok. Ouais. Bon, j'étais le seul ou quasiment, quoi. T'es peut-être le seul à regarder Jacques Martin. Moi, j'étais né à l'époque, c'est pour ça. Donc voilà. Allez, on passe au rayon numérique. Le numérique, c'est le bazar. Je sais pas si vous avez vu ce petit truc. Google a mené une étude il y a pas longtemps, nous explique que le marketing, avant, c'était toujours, on suscite la découverte, puis l'attention, puis de la considération, et ça amène à l'achat. Leur nouveau schéma, maintenant, c'est ça. Ils appellent ça le Messi Google. Et donc, c'est qu'en fait, les gens, ils partent d'un point, et puis ils y vont, et puis ils reviennent, et puis ils reviennent, et puis ils repartent. Et bref, quand on fait le schéma des réflexions, notamment dans le monde du tourisme, c'est compliqué de définir un parcours client qui est vraiment comme on le souhaitait dans les livres de marketing. Donc il va falloir trouver comment on se retrouve dans ce fouillis en fait qu'on a sur Internet. Est-ce que les gens m'ont découvert sur Facebook, sur Instagram, sur mon site, par le site d'Anjou Tourisme, par celui de la collectivité, sur Booking, on n'en sait rien. À un moment ils sont là et puis il faut les garder, et puis il faut les conserver et il faut leur donner envie de revenir. Et on l'a vu avec Dominique Dufour qui a donné 2 ateliers, un ce matin sur TikTok, un cet après-midi sur ce qui marche, les formats qui marchent, mais ouais, ça se multiplie, il y en a de plus en plus. Si vous l'avez suivi, il vous a dit faut tous les tester, faut être curieux, et il a raison, ça prend un peu de temps. Il l'a pas évoqué à l'intérieur sur le vocal, mais je pense que vous êtes plusieurs à avoir testé Clubhouse au moment où waouh, c'est génial, et puis après boum, il y a plus rien. Donc voilà, de temps en temps on se plante, il y a un Vimeo qui traîne au milieu là, mais oui, il faut essayer parce qu'en plus on voit bien qu'on a des clientèles qui peuvent être différentes selon ces médias,
et qu'il faut réussir. Si on veut un peu parler aux jeunes, si on veut parler un petit peu à d'autres, voilà, on voit bien que chaque réseau commence à avoir sa communauté qui peut se typer un peu, qui se détype complètement au des moments, puisque TikTok nous dit qu'aujourd'hui finalement il y a plus de gens de plus de 40 ans que de jeunes de moins de 18. Donc voilà, il va falloir encore évoluer, continuer à s'adapter à tout ça, à tout ce qui bouge. Et puis on a ça qui nous arrive, hein, très clairement. La photo est pas très nette, hein, mais c'est celle où Zuckerberg présentait la nouvelle version d'Oculus, qui était un peu flippante, hein, avec tous ces gens et leur masque sur la tête et lui qui passe souriant et dominant au milieu. Mais il y a eu aussi cet après-midi un atelier là-dessus. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont eu l'occasion de tester ces casques de réalité virtuelle. Il y a clairement quelque chose qui est en train de se construire et au vu des investissements colossaux qui sont faits, on peut pas imaginer que ça débouche sur rien du tout. Donc il va falloir aussi qu'on s'en préoccupe. Peut-être prévoit-il l'effondrement et on se retrouve à visiter des univers virtuels qui n'existent plus. Je sais pas si c'est aussi noir que ça, mais en tout cas découvrir le tourisme à travers son petit masque de réalité virtuelle sur son canapé, il y en a que ça va intéresser, pour ensuite, on l'espère, aller directement sur les lieux. On a parlé aussi avec l'architecte Damien Garrérès, hein, de l'importance du design dans l'expérience client. Et il a passé notamment un long moment sur la reconstruction totale, hein, du pavillon d'accueil Only Lyon, l'Office de tourisme de Lyon, donc place de Bellecour, où il y a eu une réflexion très très poussée sur justement le parcours des gens à l'intérieur, comment on peut les amener à se poser, comment on peut utiliser ce lieu pour différents types de manifestations. Ça peut être des concerts, ça peut être des expos, comment on encourage les gens à regarder des grandes vidéos, des belles images et venir se renseigner avec un parcours fluide, etc. Tout ça pose beaucoup de questions. C'est pas que de l'architecture intérieure et on sait que l'expérience aujourd'hui, ça se design. Il y a des gens dont c'est le métier, réussir à créer le moment waouh dans le scénario, puis ça redescend tout doucement et les gens ont envie de le partager et de revenir et d'en parler, etc. Et tout ça, ça fait partie de notre fameux parcours client. C'est une petite roue qui fait peur sur avant, pendant, après et tous les médias qu'on peut utiliser, à quel moment on peut solliciter notre client. Si on les fait tous, je pense qu'ils nous détestent, mais il y en a quelques-uns sur lesquels on peut peut-être plus jouer, sur lesquels on est complètement absent. Je pense notamment à l'après, où généralement on fait pas grand-chose au final. Il y a peut-être un peu plus de choses à faire. Sur le pendant, où on les laisse un peu se débrouiller, où quand ils viennent se renseigner, on leur dit bon séjour maintenant, et puis au revoir, surtout ne revenez pas. Donc voilà, il y a peut-être plein de trucs à penser, et avec tous ces nouveaux outils qu'on a à notre disposition, ça nécessite de réfléchir un petit peu à cette roue, qui on contacte, à quel moment, pour lui dire quoi, et avec quel outil, et ça peut donner des machins comme ça. Et puis enfin, on l'a beaucoup dit, hein, mais c'est un sport collectif, hein, le tourisme. Alors je vis à Toulouse, j'aime pas donc du tout ta slide. t'avais pas compris ma slide? Non, j'aime pas du tout. T'aimes pas du tout ma slide? Si tu veux, vous pouvez être le PSG. C'est parce que t'es toulousain, ça, c'est vraiment... Non, c'est parce que vous pouvez être le PSG, vous pouvez avoir Messi, c'est-à-dire une PSG, hein, c'est le maillot du Brésil. Ouais, mais c'est Neymar quand même. Oui. Ouais. Vous pouvez être Messi, avoir une vieille literie que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Vous pouvez être Neymar et avoir un vieux plat du jour qui marche bien depuis 30 ans. Vous pouvez être Mbappé, le meilleur concept ou la meilleure start-up du monde, mais quand il est tout seul, ça marche pas, quoi. Alors que dans le rugby, il y a des petits, il y a des gros, il y a des costauds, il y a des vites, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont lentement, et il y en a surtout qui se sacrifient pour le copain d'à côté, et c'est ce qui donne un mot collectif, et ça donne le 15 de France qui fait le grand chelem, tu vois. Donc oui, je préfère le rugby au foot. La France a gagné la Coupe du Monde, je te signale. Ouais, c'est pas faux. Bon, allez, mauvaise allégorie. Que ce soit du foot ou du rugby, le tourisme, c'est du collectif. Les petits, les gros, tous ensemble. Et je crois que c'était un peu la démonstration aussi que s'était donnée cette journée. Il va falloir qu'on bosse tous ensemble si on veut réussir à faire quelque chose de sympa. Voilà, en à peine 10 minutes chrono. Bravo. La synthèse de la journée, en quelques images et en quelques propos. Je pense que vous avez assisté à des ateliers qui étaient un peu plus complets que ça et qui vous ont donné évidemment plus de substance pour travailler. Chacun s'est concentré sur ce qui l'intéressait le plus. Mais on a vu en tout cas qu'il y avait beaucoup de monde sur chaque atelier, que donc le programme était conçu pour donner à manger à tous ceux qui voulaient trouver quelque chose en venant ici. Et puis, en discutant avec quelques exposants, beaucoup de satisfaction aussi des rencontres qui ont pu être faites. Donc voilà, merci à vous. Et parle-nous un peu de toi. Oh. C'est-à-dire? Eh bien, ça fait quand même longtemps, hein. Bon, moi c'était pareil, que tu influes dans le secteur du tourisme. Et tu nous as parlé de développement durable et puis dans
de manière d'innovation, technologie, tu connais bien. Comment toi qu'est-ce que tu as changé dans ton comportement sur la question du développement durable? Est-ce qu'il y a eu des vrais changements concrets? Je pose cette question parce que ce qu'on constate sur les questions de développement durable, c'est qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, et moins jeunes, qui demandent beaucoup à leur entreprise en termes d'implication, d'engagement, mais à titre personnel, c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc voilà, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui a réellement changé dans ta façon de voyager notamment. C'est un sujet sur lequel on a toujours tous un peu d'ambivalence, hein, où on essaye de faire des petits trucs et puis on explose sur un autre sujet. Très clairement, il y a des prises de conscience. Moi, je suis pas un écolo convaincu à la base, très clairement. Et puis à force de lire, de rencontrer des gens dans ce type de manif, de voir les premiers rapports du GIEC qui sortent, je pense comme beaucoup d'entre nous, d'avoir 3 ados qui sont un peu à fond sur le sujet et qui me mettent une tête comme ça, mais qui oublient d'éteindre les lumières dans leur champ. Bref, tout ça, ça ici. Tout ça, ça fait réfléchir. Et donc dans mes habitudes, je prends nettement moins l'avion pour mes déplacements. Je privilégie le train. Et c'est vrai que il y a quelques dessertes qui sont hyper sympas de ce point de vue-là. Il y en a d'autres qui sont plus compliquées. On a encore un effort à faire, hein, et surtout quand on veut se rendre, des fois nous aussi, pas dans des grandes villes, mais dans des petits bleds qu'on accompagne. Demain, je vais à Lascaux, et donc clairement au début, je regardais pour venir à Angers, Toulouse-Angers en train, ça se faisait bien. Toulouse-Angers, Lascaux, Toulouse, c'est déjà plus compliqué. Donc je suis venu en voiture, mais électrique. Depuis peu. Et ça, c'est aussi un changement. T'as acheté une voiture électrique? Ouais, j'en suis bien content quand je vois le prix du carburant en ce moment, d'ailleurs. Parce que c'est quand même beaucoup moins cher. On change sa consommation de viande, on commence à faire des trucs un peu soi-même. Je réfléchis même à faire un jardin maintenant, parce que je me dis que ça va être le bordel et qu'il va peut-être falloir cultiver soi-même ses légumes. Et dans ta conférence ce matin, tu disais tous les constructeurs automobiles sont à fond sur l'électrique. Moi, je le vois de toutes les pubs, effectivement, c'est toujours d'électrique. Les constructeurs aéronautiques, pour l'instant, on voit rien de venir. Ils sont en retard par rapport. Quand tu vois Airbus, ils nous parlent de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, il sera prêt en 2035. Quand tu écoutes certaines personnes qui te disent l'avion à hydrogène, c'est la fusée, ça marche pour 5 personnes et ça coûte quand même quelques milliards d'investissements. Est-ce qu'on peut produire en nombre des avions à hydrogène d'ici 10, 15, 20 ans? Et on sait que le cycle de production aéronautique, il est quand même très long, 20-30 ans généralement. Donc on peut pas s'attendre à des progrès immédiats, en tout cas pas ceux qui vont nous permettre de corriger la situation d'ici 2050. Ça c'est clair. Après il y a une chose qui est sûre, c'est que nous petits Européens ou Français plutôt bien lotis que nous sommes, on dit allez, il faut arrêter de prendre l'avion, prenez en train. Bon, il est clair que il y a quelques milliards de Chinois, d'Indiens et demain d'Africains qui commencent à bien gagner leur vie et qui ont envie comme nous de découvrir le monde maintenant qu'ils en ont les moyens. Ça va être compliqué de leur dire vous n'avez pas le droit. Et injuste, hein, d'une certaine façon. Et oui, ce serait injuste, mais malgré tout, si on veut peut-être survivre, c'est quand même ce que nous disent les rapports du GIEC. Je veux dire, on peut pas les remettre en cause. Si on veut survivre au-delà de quelques dizaines d'années, va falloir quand même bien y réfléchir, quoi. Si on baisse pas le trafic mondial d'avions aériens, on voit bien en tout cas que sur le tourisme, qui est quand même un secteur qui génère beaucoup, c'est ça, pour 3/4 quasiment, allez, j'exagère, pour la moitié en tout cas, c'est que de l'aérien. Et c'est de l'aérien pour 2% des clientèles au final. Donc ces 2% de clientèle-là qui prennent effectivement l'avion à tire-larigot, est-ce qu'on peut pas leur dire, va falloir baisser un peu les gars, c'est pas possible quoi. Et dans les territoires, la prise de conscience des enjeux environnementaux, des territoires, notamment les responsables au niveau du tourisme, si tu devais mettre une note entre 0 et 10 sur la compréhension de ces enjeux-là, tu dirais combien? Je crois quand même qu'elle est vachement propre à tes convictions personnelles aussi. J'ai l'impression qu'au niveau, en tout cas, des techniciens, c'est ancré. Oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici dans la salle qui le remettent en question. C'est vraiment ancré. Ensuite, on sait que le tourisme, au niveau des décisions politiques, c'est pas forcément le secteur le plus influent, plus impactant. On voit bien que dans le débat politique, et notamment national aujourd'hui, bon, on en parle un peu, et tout le monde fait du vert parce qu'il faut bien en faire, mais ça a pas l'air d'aller vers des décisions quand même hyper carrées pour notamment
être dans le cadre des accords de Paris et le 1,5 degré d'ici 2050. Donc, je suis plutôt un petit peu inquiet là-dessus. Et je trouve qu'on fait pas forcément, notamment sur le domaine des mobilités, dont on a beaucoup parlé, qui est hyper important. Il n'y a pas de méga investissements qui permettent aujourd'hui justement de faire tout ça. Et je crois qu'on va peut-être être plus dans les solutions. Et notamment, c'est pour ça que je pense que les prestataires ont un rôle à jouer là-dessus. Il va peut-être falloir en rajouter une couche en termes de services, s'organiser pour avoir une petite navette qui va à la gare qui est à 10-15 km et mettre les gens, est-ce que c'est le samedi dans les gîtes et les campings qui sont avoisinants, est-ce que c'est se débrouiller tout seul pour aller les chercher et leur proposer vraiment ce service, là aussi, payant, pas payant, à voir, mais il va falloir s'organiser, se débrouiller un peu tout seul. Je suis pas sûr qu'on puisse, en plus sur des infrastructures qui prennent du temps à être mises en œuvre, et sur des décisions dont on sait bien aussi qu'elles prennent du temps, je suis pas sûr que le politique soit tout de suite le mieux placé pour aller vite. Justement, alors il y a des élections présidentielles bientôt, hein. Donc on peut toujours rêver. Je sais pas quelles sont tes ambitions, mais imaginons, imaginons que tu es président de la République dans quelques semaines. En matière de développement durable, je dis président parce qu'on se doute bien que si tu es nommé ministre du Tourisme, tu n'auras pas de pouvoir. Mais si tu es président, tu prends quoi comme mesure pour vraiment favoriser le tourisme durable en France, voire même dans le monde? Et j'ai vu passer un truc il y a quelques temps, là, je sais plus quelle sauce je proposais, un poil extrémiste, mais je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Tu fais un vol long courrier en avion une fois tous les 3 ans. Ah oui. Ouais. C'est la règle. Waouh. Et que tu t'appelles Jean-Baptiste Tréboul ou Bernard Pinault, ça va devenir dur à faire respecter ça. Mais on peut, je pense, alors sauf raison professionnelle majeure, parce que effectivement il y a des boîtes qui bossent à l'international et ça va être compliqué, mais pour les loisirs, et en plus très franchement, t'as pas besoin d'aller découvrir un nouveau continent tous les ans. Il va peut-être falloir en arriver là si on veut effectivement réussir à diminuer ce trafic aérien. Donc, qui nous fait commenter. Un seul voyage long courrier tous les 3 ans. Ouais. Là, vous votez pour lui ou? Vous êtes beaucoup à faire plus d'un voyage long courrier tous les 3 ans? Non. Là, on parle de 2% de la population mondiale qui fait ça. Non, mais symboliquement, c'est fort, quand même. C'est eux qu'il faut contraindre, en fait. Et puis ensuite, on l'a vu, on a essayé, on a réussi, et puis après, on a réessayé d'empêcher ça, mais plus de liaison aérienne quand il y a un train qui dessert en 2 heures ou 3 heures, je sais plus quelle est la limite qui a été fixée. Et notamment quand la LGV est arrivée à Bordeaux, entre Paris et Bordeaux, tu mets 2h50 en train. Bon, il y a un paquet d'élus, d'entrepreneurs, CCI, qui s'est battu pour maintenir une liaison aérienne Bordeaux-Paris. Ce qui montre que c'est pas encore entré dans les mœurs. Et franchement, en plus, je sais pas s'il y en a de Paris qui connaissent Bordeaux, mais pour aller à l'aéroport de Mérignac, déjà, tu mets presque autant de temps que pour aller à Paris en train, quoi. Bon, tu peux mettre autant de temps aussi pour rejoindre la gare au centre-ville si tu habites l'extérieur. Mais on va être obligé quand même, je pense que c'est quand même, dans notre secteur, la thématique essentielle, tous les petits gestes vont compter. Mais celle-là, en tant que président, entre la pédagogie et les contraintes, tu fais quoi, 50-50 ou 90-10? Comment tu... Ouais, je pense qu'il faut être contraignant. 90-10. Ouais. Ah oui, j'ai pas fixé le curseur. Voilà. On en parlera en Conseil des ministres. Non, mais je pense qu'il faut fixer des contraintes et tu vois, tu me parles de développement durable, mais il y a une autre mesure qui me paraît hyper importante. On évoquait ce matin le départ en vacances et le fait qu'il y ait quand même beaucoup de Français qui partent pas en vacances. On est à presque la moitié qui n'arrivent pas à partir en vacances. Et on a eu plein d'opérations hyper solidaires de collectivités au moment du Covid qui ont permis à des gens de consommer du loisir alors qu'ils n'en ont pas l'habitude, qui ont écrit franchement des lettres qui te mettent les larmes aux présidents de conseils régionaux, départementaux. C'était assez fort, je trouve. Et c'est des systèmes qui faisaient que je mettais 1 euro, tu mettais 1 euro, l'autre mettait 1 euro, on arrivait à faire un budget et on faisait un truc qui était super bien. Ça n'a pas été reconduit. Dans la plupart des cas, ça n'a pas été reconduit. Alors qu'on a filé 10 milliards à Airbus et à Air France pour qu'ils continuent de faire voler des avions. Je suis un peu extrémiste, et c'est parce que je suis gaucho que je dis ça, mais clairement, je pense qu'on a des sujets quand même qu'on doit traiter en priorité. Celui de l'accès à des loisirs au moins, voire des vacances pour un maximum de personnes,
et puis celui de dépolluer un petit peu notre activité, il me paraît essentiel. Hein. Si on revient au niveau des entreprises, on a parlé des territoires, de la politique, les entreprises, on voit sur le développement durable, il y a beaucoup de petites initiatives, nombreuses et qualitatives. Est-ce qu'on arrive à identifier 3 grands acteurs du tourisme qui sont vraiment performants en termes de développement durable? Cite-moi pas un, justement, mais 3. Bon, très honnêtement, j'en suis pas capable, mais parce que je maîtrise pas assez le sujet, que je les connais pas. Hein. Peut-être que dans la salle, il y a des noms qui vous viennent, mais en tout cas... Des gens dont vous jugez que vraiment, sur ce domaine-là, ils sont à la pointe de et ils font pas du greenwashing. Parce que tu vois, t'as Jean-François Rial qui te met une tête comme ça en te disant, nous, tous nos voyages sont verts parce que on les compense, on fait de la compensation carbone au maximum. Et c'est vrai que sur le coup, tu dis, waouh, super, c'est bien ce qu'il fait. Et puis après, tu as 3 spécialistes qui disent, ouais, mais la compensation carbone, c'est nul, c'est pas bien. Et je crois qu'on est encore dans cette problématique, vous l'êtes probablement, c'est de se dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quels petits gestes sont vraiment efficaces ou pas efficaces. Ah ouais, finalement, économiser l'eau de la douche ou pisser sous la douche, bref, c'est pas très efficace, alors qu'arrêter de manger un steak en moins par semaine, c'est 10 fois plus ou 100 fois plus efficace que ça. Quand on parlait de pédagogie tout à l'heure, je crois qu'on manque aujourd'hui quand même d'éléments pour savoir, je suis un hôtelier, un restaurateur, je fais des travaux, c'est quoi le domaine numéro 1 sur lequel je dois m'attaquer? Est-ce que c'est l'isolation? Est-ce que c'est le sourcing de mes produits? Est-ce que c'est... Et la compensation, toi tu penses que c'est bien ou pas? Je lis de tout et son contraire sur le sujet. Donc tu penses? Très honnêtement, je sais pas quoi en penser, mais a priori, de ce que je vois, c'est qu'il vaudrait mieux arrêter de couper des arbres pour en planter d'autres, quoi. Et qu'on déforeste beaucoup d'endroits, et que d'ailleurs on va plus l'entendre d'autres ailleurs, que la compensation qu'on file à certains organismes, on ne sait pas vraiment où elle passe et si elle passe réellement rien qu'à ça. Mais c'est pareil pour toutes les œuvres caritatives, les dons aux associations humanitaires. Il y a toujours ces questionnements-là. Et c'est vrai que ça, en plus, c'est un secteur hyper nouveau et qu'on commence à découvrir qu'il y en a qui font pas forcément vraiment ce qu'ils disent, quoi, et pas forcément au même endroit. Alors, est-ce qu'il faut compenser chez nous? Est-ce qu'il faut compenser partout? Est-ce qu'on émet? De toute façon, c'est pour le monde entier. Hein, donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien de compenser parce que ça oblige de payer. Donc déjà, c'est une première chose et c'est la fameuse taxe carbone en fait qu'on s'impose. Mais tu compenses, mais il y en a plein qui compensent pas. Donc pourquoi on met pas une taxe carbone pour tout le monde? Et bien, comme ça, on n'en parle plus. Bon, sur la techno, depuis 20 ans, t'es dedans. Ouais. Tu utilises quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que ça change? Et puis tes dernières trouvailles. Raconte-nous. Mais moi je deviens vieux con sur ces sujets-là. Donc voilà. Moi j'ai regardé derrière un écran de fumée, je pense comme plein de gens sur Netflix, et je me suis dit, mais je suis hyper dépendant aux réseaux sociaux. Il faut que je calme le jeu, quoi. Bon, je suis venu assister à un atelier sur les réseaux sociaux pour voir quelles étaient les nouveautés. Mais c'est des sujets qui sont... on voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin de personnel spécifique. On a des gens qui sont tout seuls à gérer leurs prestations privées, une gîte, un chambre d'hôte, et qui vont jusqu'à y consacrer 1 heure, 2 heures par jour, qui n'existait pas il y a quelques années. C'est compliqué à suivre. Et je pense qu'on a vraiment besoin de se former, de s'auto-former en permanence parce que ça bouge tout le temps, quoi. Et on l'a vu là avec Dominique, les Wheels qui ont débarqué, qui finalement aujourd'hui, est-ce que c'est mieux que la story? Et puis le podcast qui reprend de la vigueur. N'oubliez pas d'être sur TikTok et sur Snapchat, mais c'est pas les mêmes contenus qu'on va mettre dedans. Mais vous pouvez réexploiter vos... waouh. Je veux dire, pour un pro qui déjà doit travailler à maintenir une activité de bonne qualité, quand il se rajoute tout ça sur la tête, ça peut devenir compliqué. Et toi t'es sur quoi? Moi, je suis surtout parce que quand il y a un truc qui sort, je le teste. LinkedIn, Twitter. Ouais, Facebook, LinkedIn, Twitter. J'ai un compte Snapchat, j'ai un compte TikTok, mais où je publie rien. J'ai un Instagram. On s'est amusé à tester Clubhouse juste après le confinement parce que c'était le truc qui est à la mode. Voilà, dès qu'il y a un truc qui sort, on regarde, on teste, ne serait-ce que pour savoir comment ça marche et comment en parler. Et qu'est-ce qu'on peut y voir? Là, on a évidemment le métaverse qui débarque. Je pense que c'est le sujet dont on va bien parler pendant quelques années. Surtout avant que ce soit réellement correct en termes d'expérience, mais il y a déjà des trucs qui commencent à être relativement sympas, et je pense qu'on n'est pas loin des premiers investissements sur ces sujets-là, de la part probablement de quelques collectivités qui vont s'y essayer.
Après, moi, quand j'en ai reparlé il y a pas longtemps, on m'a rebalancé un article de 2007 que j'avais fait sur Second Life qui allait tout péter. Bon, je l'ai pris en pleine tête. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus prudent, mais quand même, au vu des investissements qu'il y a sur le sujet, ouais, on peut penser que ça va faire quelque chose, quoi. Et toi qui les observes régulièrement depuis longtemps, à la fois dans les territoires comme dans les entreprises de tourisme, quel niveau de compréhension et de compétences on a aujourd'hui versus il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Ah ben ça a quand même extrêmement évolué, ça c'est clair. Et puis parce qu'il y a beaucoup de formations. Et on a vu une illustration avec Dominique Dufour qui écume, si j'ai bien compris, Pays de la Loire, avec l'e-Academy. Je crois que les acteurs des collectivités, des offices de tourisme ont également beaucoup de formations sur ces sujets-là. Ils se forment sur tous les sujets, mais celui-là en particulier. Essayent ensuite de passer leur savoir aux prestataires, avec des ateliers numériques qui ont fleuri sur un peu tous les territoires. La difficulté, c'est que c'est souvent les mêmes qui sont curieux, qui viennent s'intéresser, qui viennent essayer, justement. C'est toujours les mêmes qu'on voit qui sont, et il y en a d'autres qui sont un petit peu laissés sur le côté. Bon. Est-ce qu'on doit jouer un rôle de SAMU social ou est-ce qu'on doit tirer le territoire vers le haut avec ceux qui ont envie d'avancer? C'est une vraie question et c'est politique, hein. On va terminer avec tes recommandations. Donc, un film, un livre et une série où tu as appris quelque chose ces derniers mois. Oui, je vais rester sur la thématique, hein. Le film, je te dis Don't Look Up. Don't Look Up, j'ai pas vu. Qui a vu Don't Look Up? Il y en a qui l'ont vu. Ah, bon, il faut être sur Netflix, il faut avoir Netflix, hein, qui est, soit dit en passant, le plus gros consommateur de bande passante au monde. Donc c'est un petit peu gênant, mais voilà, ce film, ouais, qui t'éveille un petit peu quand même, notamment sur le traitement médiatique, hein, de la crise. Mais t'as pas vu un film au cinéma, tu sais, avec le popcorn et les trucs comme ça et tout ça? Ah si, j'en ai vu plusieurs, il y a pas très longtemps même. Eh ben, on va rester sur la thématique. Je suis allé voir Goliath, c'est le dernier film que j'ai vu. Donc avec Pierre Ninet qui joue le rôle d'un lobbyiste qui défend les pesticides, et Gilles Lelouch qui est l'avocat qui défend les pauvres agriculteurs qui meurent du cancer. C'est hyper joyeux. Allez, une série et un livre. Voilà. Alors une série, je suis en train de regarder Ozark en ce moment. C'est fabuleux. Qui est super bien. Qui a vu Ozark? Pour apprendre le blanchiment de l'argent, c'est fabuleux. Ouais, bon. On va en avoir besoin. Non, intéressant. Sinon, j'ai vu Game of Thrones et j'ai bien aimé aussi. C'est peut-être notre futur dans quelques années. Et, un livre. Un vrai livre avec du papier. Hein. Un vrai livre avec du papier. Bah, j'ai acheté récemment justement pour encore un peu plus m'acculturer sur le sujet le plan de transformation de l'économie française édité par le Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Non, je voulais dire, c'est trop bon, un truc un peu sympa quand même. Là. Fais-nous rêver là. Non, c'est horrible. Bon, un dernier livre que j'ai lu mais qui est assez vieux, que je trouve hyper sympa, s'appelle La Religion. C'est de Tom Willox, je sais plus. Tu l'as lu en français ou Mais non, j'ai lu en français. Ouais. Et qui fait une série, ça se passe au Moyen Âge. C'est un petit peu violent, mais c'est documenté d'un point de vue historique et c'est une vraie aventure assez prenante avec. Alors là, c'est les croisades, le premier épisode. Et voilà, je trouvais ça hyper sympa, hyper prenant et ça sort un peu l'esprit de tous ces sujets-là. Super, merci beaucoup, merci à vous tous. Bonne fin de journée, bon retour chez vous. À bientôt.